Tu es assis sur ton balcon, en train de faire des trucs sur ton téléphone, quand soudain, tout ce qui t'entoure se transforme en poussière. Bouche bée, tu poses ton téléphone. Tu vois des voitures, des vélos, des trottoirs, des rues et des feux de signalisation disparaître sous tes yeux. Les gens dans la rue paniquent et courent dans tous les sens. Tu jettes un coup d'œil à ta montre et elle disparaît aussi. Tu te retournes pour regarder ta chambre par la porte du balcon et tu vois que tous tes meubles sont réduits en poussière. Tu regardes la rue et tu ne vois rien d'autre qu'une tempête de poussière. Ta maison se met à trembler, tu descends en courant et tu te tiens au milieu de la route. Tu arrives juste à temps pour voir les bâtiments de ton quartier disparaître. Tu essaies de monter dans ta voiture, mais l'instant d'après, il n'y a plus rien à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. Tu vérifies ton téléphone et tu vois plusieurs notifications concernant la réinitialisation complète du monde. Tout ce que les humains ont jamais créé est en train de disparaître. Tu tiens toujours ton téléphone quand il devient de plus en plus léger, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le même processus se produit partout dans le monde. La Tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, l'Empire State Building, ils ont tous disparu. Tu essaies de trouver un endroit où te cacher jusqu'à la fin de ce désastre. 2 ans plus tard, tu te réveilles dans une grotte avec d'autres gens. Tout ce que les humains ont produit au cours des siècles de dur labeur a disparu de la surface de la Terre. Tout ce qui reste derrière est constitué de personnes, d'animaux et de la nature. Ta ville n'est plus qu'une immense plaine de terre stérile avec quelques arbres éparpillés ici et là. Ta communauté est composée de ton ancien barbier, du gérant d'un magasin de BD, du boulanger local, ainsi que de tes voisins et amis. Tu sors de la grotte pour ramasser les cultures que tu as plantées plus tôt dans la saison. Il n'y a pas un seul bâtiment en vue qui pourrait t'obstruer la vue. Tu peux voir les montagnes à des kilomètres. C'est là que se trouvait la ville la plus proche. Et là-bas, c'est l'océan où tu allais faire ton jogging. Le terrain regorge d'animaux sauvages. De nombreux ratons laveurs, blaireaux, opossums et chats sauvages errent dans le voisinage. À côté de ton petit jardin, il y a un grand feu de camp où tu fais cuire de la nourriture et où tu passes les réunions nocturnes. Pas très loin, tu peux voir un puits. Autrefois, il y avait un vieux réseau de canalisation. Mais quand le monde s'est réinitialisé, il a disparu. La seule chose qui est restée sous terre est l'eau que tu utilises maintenant pour boire. Ton agent de police local est le chef de la communauté. Il se tient sur un tronc d'arbre et dit qu'il ne te reste qu'une semaine avant que l'eau ne s'épuise complètement. Tu devras donc déménager vers un autre endroit avec une nouvelle source d'eau. Tu finis ton travail et tu fais une petite sieste car tu es de garde la nuit. Tu marches autour du périmètre, il n'y a plus de pollution lumineuse et les étoiles brillent au-dessus de ta tête. 2 autres personnes patrouillent également dans la zone. Soudain, tu vois quelque chose courir au loin. Tu regardes attentivement et tu aperçois un renard. Il se dirige vers ton poulailler. Tu cours vers l'animal et tu le fais fuir. C'est enfin le jour du déménagement. Tout le monde emballe ses affaires dans des sacs faits de cordes et commence à marcher. Il n'y a qu'un seul cheval pour transporter les provisions et l'eau pour tout le monde. Il faudra environ 1 semaine à pied pour atteindre les lacs. Tu te ferais un chemin dans la plaine qui était autrefois l'autoroute menant à l'état suivant. Il fait une chaleur torride et ton groupe avance très lentement. En chemin, vous croisez d'autres caravanes de nomades qui échangent des marchandises avec vous. La nuit, vous établissez votre camp à côté d'une ancienne station-service. Le bâtiment a disparu, mais les fondations sont toujours là. 1 semaine plus tard, vous arrivez enfin à la montagne près du lac et vous entrez dans la forêt. Vous devez marcher en montant presque tout le long du chemin. Il fait rapidement trop nuit. Tu dois faire un camp sous de vieux arbres. C'est une nuit froide et les membres de ton groupe se rassemblent autour d'un feu de camp. Tu reprends ton service de nuit quand tout le monde s'endort. Tu scrutes la zone et tu entends des grognements. Tu regardes autour de toi et tu aperçois un ours. Tu te baisses et essaies de ne pas faire de bruit. Soudain, tu remarques qu'à côté de toi, il y a un petit ourson. Il renifle curieusement l'air à quelques mètres de toi. La maman ours rugit, appelant son petit. Tu recules lentement. Tout va bien, jusqu'à ce que tu marches accidentellement sur une branche. Le petit commence à gémir, sa mère bondit de derrière les arbres et te repère. La créature massive se dresse sur ses pattes arrière et rugit.
Les gens du coin se réveillent en panique. Tu reviens en courant, l'ours juste derrière toi. Le chef et le reste de la patrouille de nuit parviennent à faire fuir l'animal furieux. Tu as une grande expérience des renards et des ratons laveurs, mais les ours, c'est tout autre chose. Tu réalises que tu n'es plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le jour suivant, tu fais preuve d'une extrême prudence. De nombreux animaux sauvages, comme des pumas et des lynx roux, rôdent dans les environs. Tu arrives finalement à l'autre côté de la montagne et tu vois le lac. C'est une grande zone qui était autrefois un lieu de camping public. Maintenant, il y a quelques colonies construites près de l'eau. Ta communauté n'est pas si grande. C'est pourquoi vous vous installez près de la rivière qui sort du lac. Tu construis une hutte à côté de la chute d'eau et tu continues à travailler comme fermier. Tu rencontres des gens étonnants qui viennent d'autres colonies. Ils étaient des scientifiques, des ingénieurs, des musiciens, des médecins. Les scientifiques essaient de trouver un moyen de reconstruire la société en se basant sur la technologie. Mais ça risque de prendre des décennies. Ils ont fait le premier pas en créant un four en argile, des pots et des casseroles. Ils ont également construit un quai sur le lac et des canoës pour la pêche et le transport. Quelques mois passent. Tu as construit un système d'irrigation qui utilise l'eau du lac. Les ingénieurs de la colonie ont même fabriqué un système de canalisation qui fournit de l'eau fraîche à chaque maison. Maintenant, ces spécialistes construisent un petit barrage pour produire de l'électricité. Mais cela pourrait prendre des mois. La colonie s'agrandit de semaine en semaine. De nouvelles cabanes sont construites en permanence. Un charpentier a créé un atelier pour fabriquer des meubles et des outils. Tu n'es plus obligé d'être de garde de nuit et tu peux te concentrer entièrement sur tes cultures. Depuis que tout ce que les humains avaient créé a disparu, les gens sont en bien meilleure santé et plus forts qu'avant. Personne n'est assis dans sa hutte, les yeux rivés sur le téléphone ou l'écran de télévision. Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers Homo sapiens à avoir marché sur la Terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu. C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouis soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers, ainsi que de la disposition actuelle des continents. Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu 5 grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire, qui ont duré des millions d'années. Et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas. Cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths laineux. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gèlera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le Soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le Soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui.
Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire, qui dure depuis 2,6 millions d'années, et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire, comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'au minuscule plancton. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisses couvertures sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre, avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède 2 crocs avant qui font réfléchir à 2 fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leurs pattes avant géantes qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir. Mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme. Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlé. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 2 à 300 000 ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a 7 millions d'années, certains hominidés existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de 20 espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés au temps chaud ou froid. Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguisent leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie, alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger, et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi. Tu te sens un peu étourdi, suspendu dans les airs à 10 étages au-dessus du sol. Les seules choses qui t'empêchent de tomber sont l'une de tes mains et tes pieds nus. Il y a une foule rassemblée juste en bas, très loin. Les gens qui semblent aussi minuscules que des fourmis n'arrêtent pas de crier et de te montrer du doigt. Toi et ton précieux chargement. La vieille dame que tu portes semble frêle et terrifiée. Et pourtant, ses mains sont fortement agrippées au chat qu'elle serre contre sa poitrine. Un incendie fait rage au-dessus de vos têtes et les flammes jaillissent des fenêtres. La fumée te brûle encore la gorge. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu regardais un match de foot et ton équipe était en train de perdre. Au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus, tu t'es levé du canapé et tu as commencé à faire les 100 pas devant la télé. À un moment, tu étais tellement agité que tu as frappé dans le mur avec ta main ouverte et tu es resté bloqué. Ta première pensée n'était pas très cohérente. C'est quoi ce truc collant sur le mur ? Doigt par doigt, tu as décollé ta main, puis tu as examiné le mur. Quelques minutes plus tard, tu as enfin compris. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Mais pas avec le mur, avec tes mains.
Après quelques expériences, tu t'es rendu compte qu'elles adhéraient à toutes les surfaces. Tu as essayé le sol, les vitres, les murs, les objets. Tu as même réussi à t'accrocher au plafond. Cette dernière idée n'était d'ailleurs pas si géniale. Pendant près de 10 minutes, tu es resté suspendu à côté du ventilateur, ne sachant pas comment redescendre. Une fois libéré, tu t'es assis sur le canapé et tu as commencé à réfléchir. Quels animaux peuvent grimper sur des surfaces verticales et même se tenir à l'envers? Les escargots et les limaces? Mais ils produisent un mucus gluant qui les aide à se déplacer. Tu regardes tes paumes, pas de substance gluante. Ok, c'est quoi la suite de la liste? Les araignées? Tu as recherché sur Google et tu as découvert le secret de leur super adhésion. C'est grâce aux minuscules poils au bout de leurs pattes. Ils créent d'innombrables points de contact entre l'araignée et la surface sur laquelle elle se trouve. Ton regard s'est alors posé de nouveau sur tes mains. Sont-elles poilues? On ne dirait pas. Tu t'es alors souvenu avoir lu que plus un animal est grand et lourd, plus ses poils sont petits. Par exemple, un poil de scarabée représente environ 1/10 de sa taille. Mais celui d'un gecko ne représente plus qu'1/50 de sa taille. Se pourrait-il alors que tes mains soient couvertes de minuscules poils, mais que tes yeux ne les distinguent pas? Tu as alors pensé à autre chose et tu as voulu voir jusqu'où allait ton nouveau pouvoir. Pouvais-tu par exemple vraiment marcher sur le plafond? Au cours d'une nouvelle série d'expériences, tu as découvert que la plante de tes pieds était comme les paumes de tes mains. Tu as commencé à avoir des vertiges après 3 minutes de suspension la tête à l'envers. Tu n'arrivais pas à te décoller et tu devais faire attention à ne pas te cogner contre le ventilateur du plafond. Et malheureusement, tu n'arrivais pas à voler d'un mur à l'autre comme le font certains super-héros. Aïe, cette expérience fut douloureuse. Après avoir joué pendant quelques heures et ignoré 7 appels de ton patron, probablement très en colère, tu as décidé de sortir. Ton appartement est au 4e étage. Pas trop haut, mais rien de très enviable si tes nouveaux pouvoirs cessaient soudainement de fonctionner. Tu as bu un peu de jus d'orange pour te donner du courage et tu as ouvert la fenêtre. Les voitures qui circulaient en bas semblaient d'un coup beaucoup plus petites qu'avant. Bizarre, non? Tu as respiré et tu as fait un pas en avant. Ouf! Au moins, tu n'étais pas en train de tomber en chute libre. En fait, tu étais fermement collé au mur à côté de ta fenêtre. Il était temps de bouger. Tu avais presque atteint le 2e étage quand tu as décidé de faire une pause. C'est alors que tu as remarqué un visage pâle avec la bouche grande ouverte et une étrange émotion dans le regard, ressemblant à de la terreur. C'était ton voisin du dessous, mais tu ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il ne t'entendait pas et semblait plus occupé à attraper son téléphone. Allait-il appeler la police? Effectivement, quelques minutes plus tard, tu entendais les sirènes et en un rien de temps, plusieurs personnes tentaient de te calmer en criant « Les secours arrivent, tenez bon !» comme si quelque chose de terrible pouvait arriver depuis le 2e étage. Mais pourtant, cette situation est vite devenue trop lourde pour toi. Tu étais tellement stressé qu'au lieu de descendre, tu t'es mis à remonter vers ton appartement. Tout est alors redevenu silencieux. Tu t'es réfugié dans ta salle de bain et tu as bu un autre jus d'orange. Une demi-heure plus tard, tu t'es rapproché de la fenêtre et la rue semblait enfin s'être vidée. Les jours suivants, tu es resté chez toi, sentant que ton voisin faisait tout pour t'éviter. Et après avoir accepté cette triste vérité, tu as dû retourner au travail. En arrivant au bureau, ton patron était furieux et tu as passé une bonne demi-heure à te disputer avec lui, puis tu étais libre d'aller rattraper tout ton travail en retard. À la fin de ta journée de travail, tu avais l'impression qu'un diplodocus t'avait mâché puis recraché. Mais la seule issue était bloquée par ton chef, qui parlait à l'un de tes collègues. Et il ne semblait pas prêt de terminer cette discussion. Mais hey, tu avais de super pouvoirs après tout. Autant en profiter pour filer en douce. Tu as alors ouvert la fenêtre et tu t'es glissé à l'extérieur. Tu étais déjà bien plus habile. Au cours des semaines suivantes, tu as découvert de plus en plus d'applications de cette super capacité. Par exemple, tu pouvais changer les ampoules sans monter sur une chaise. Tu devais juste le faire en moins de 3 minutes avant d'avoir le vertige. Tu as gravi la montagne, chose dont tu rêvais depuis toujours. Un soir, tu as même essayé d'escalader un gratte-ciel, mais tu t'es fatigué avant d'atteindre le sommet. Tu as sauvé d'innombrables chats coincés sur les toits et dans les arbres. Et tu as même vécu une histoire criminelle. Un soir, une bande d'agresseurs t'a encerclé. Ils voulaient te prendre ton argent et ton téléphone, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu escalades ce mur lisse et vertical. Cela leur a donné une peur bleue. Et puis cet incendie est arrivé. Tu te rendais au travail quand tu as vu des flammes jaillir d'un appartement situé au 10e étage.
Une foule s'était déjà rassemblée en bas de l'immeuble, tu les as rejoints et quelqu'un a dit qu'une vieille dame vivait dans cet appartement avec son chat. Tu as alors compris que le moment était venu pour utiliser tes capacités. Tu as retiré tes chaussures et as commencé à escalader la façade de l'immeuble sous les cris et les acclamations. Après avoir atteint la fenêtre, tu l'as brisée et t'es prudemment glissé à l'intérieur. Ce jour-là, la chance était de ton côté. D'une part, la femme était toute petite, donc ça allait être facile de la porter. Mais encore mieux, son chat était avec elle dans la pièce. La vieille dame ne t'a pas demandé plus d'explications, elle a pris son chat, tu les as attrapés et l'instant d'après, vous voilà là, dehors. Une fois au sol, la dame est prise en charge par les médecins et toi, tu te retrouves entouré de journalistes. Une avalanche de questions et de flashs s'abat sur toi. Beaucoup de gens ont filmé ton acte héroïque. Il ne faut donc pas longtemps pour que tu deviennes une superstar. Au début, tu te sens intimidé, mais rapidement, tu réalises que ce genre de popularité peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu es invité à de nombreuses émissions de télévision. Des tas de marques veulent que tu fasses de la pub pour elles, des illusionnistes te demandent de participer à leur spectacle. Tu deviens célèbre dans le monde entier. Ton visage apparaît partout, tu gagnes assez d'argent pour voyager en jet et séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Mais un an après avoir découvert tes pouvoirs, tu lis un article de presse. Une autre personne a acquis la même capacité.